À l'occasion du soixantenaire de l'indépendance algérienne, je vous propose un épisode spécial pour aborder un aspect parfois méconnu de ce conflit, la doctrine de la guerre contre-insurrectionnelle. Élaborée par des théoriciens et des stratèges militaires français, dans le cadre de leur lutte contre les forces indépendantistes algériennes entre 1954 et 1962, cette doctrine est devenue dans les décennies suivantes une référence pour mener une guerre contre un soulèvement populaire armé, soulèvement que l'on peut aussi appeler une guérilla. Le but de cette vidéo est donc de présenter rapidement les principes et les méthodes de la guerre contre-insurrectionnelle, en s'appuyant notamment sur l'exemple de l'Algérie, puis de s'intéresser aux répercussions de cette doctrine et à son actualité, à une heure du monde où les conflits sont de plus en plus asymétriques et où la bataille pour vaincre les esprits est tout aussi cruciale que celle pour vaincre les corps. Alors voyons d'abord les principes. Le principe fondamental de la guerre contre-insurrectionnelle est d'obtenir un avantage décisif dans le cadre d'une opposition entre un gouvernement central et un mouvement populaire d'insurgés qui vise éventuellement au renversement de ce pouvoir. En d'autres termes, la guerre contre-insurrectionnelle est pensée comme un ensemble d'outils fournis aux décideurs et aux généraux militaires pour saper une révolte armée, prenant ses racines au sein du peuple et étant donc composée principalement de civils. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé en Algérie à partir de 1954, lorsque le Front de Libération Nationale, le FLN, a engagé une lutte armée contre le pouvoir français pour défendre l'idée d'une Algérie indépendante. Pour faire un rapide rappel, la guerre d'Algérie, qui ne fut qualifiée en tant que telle que 40 ans plus tard par le gouvernement français, a opposé l'armée française aux insurgés algériens qui menèrent une guérilla pendant près de 8 ans avant d'obtenir la reconnaissance de l'autodétermination du peuple algérien en 1962. La guerre d'Algérie peut être qualifiée de guerre asymétrique, c'est-à-dire un conflit où les belligérants sont manifestement inégaux dans leur capacité à mobiliser des ressources. Comme pour la plupart des guerres de décolonisation, une armée d'une grande puissance européenne coloniale fait face à une guérilla, principalement composée par des paysans ou des ouvriers recrutés par un mouvement populaire armé, comme l'a été le FLN en Algérie à partir de 1945. Or, dans la lutte anticoloniale qui naît en Algérie après la Seconde Guerre mondiale, la France se retrouve rapidement mise en difficulté sur le plan idéologique. Déjà défaite en Indochine, elle ne parvient pas à faire assumer son rôle de puissance soi-disant protectrice du territoire et des populations algériennes. Inspirés par Mao et d'autres révolutionnaires communistes, les insurgés algériens affirment leur droit à l'indépendance et fustigent les instruments de domination coloniale. Et c'est donc dans ce contexte qu'est élaborée la guerre contre-insurrectionnelle, ayant pour objectif simple de retourner le discours idéologique du mouvement de révolte armée et d'en écarter le plus possible les populations, soit par des moyens de communication, soit par la force. En cela, nous pouvons détailler quelques-unes des méthodes dont relève la guerre contre-insurrectionnelle. Par exemple, le quadrillage, qui consiste à infiltrer progressivement les quartiers d'une ville en y déployant des escadrons de protection et en s'assurant que les dispositifs de contrôle ne laissent aucune zone d'ombre. C'est ce que fit le colonel Trinquier à Alger à partir de 1957, sous la responsabilité du bien connu général Massu qui possédait quasiment les pleins pouvoirs policiers pour agir dans la ville et mater la révolte populaire, notamment dans les zones les plus risquées comme l'était la Casbah. Dans la continuité du quadrillage, plutôt adapté aux environnements urbains, la politique de regroupement, pratiquée de 1956 sous le commandement de Jacques Soustel, est quant à elle une méthode plutôt adaptée aux zones rurales. Elle consiste à déplacer systématiquement les paysans, à détruire parfois des villages entiers, des récoltes, ce que l'on appelle aussi parfois la politique de la terre brûlée. Tout cela en vertu du fait que toute zone hors du contrôle de l'armée française était de fait considérée comme une zone potentiellement rebelle. Aussi, en détruisant les habitats traditionnels et en déconstruisant les repères des populations locales, l'armée française comptait empêcher le développement et l'enracinement d'idées anticoloniales et d'une lutte armée au sein des franges paysannes de l'Algérie. Une autre méthode tristement emblématique de la guerre contre-insurrectionnelle fut la torture, pensée comme une pratique visant à obtenir des informations décisives sur l'emprise du mouvement insurgé dans la population, par exemple pour détecter les personnes clés à capturer, ou encore pour évaluer l'infiltration des insurgés dans les différents quartiers d'une ville, ou même dans les campagnes les plus reculées de l'Algérie. Cette période est désormais très bien documentée et l'on sait que la torture a été largement utilisée par l'armée française en Algérie pour tenter de contrer le mouvement de libération nationale. Alors finalement, les méthodes de la guerre contre-insurrectionnelle peuvent être résumées comme celles d'une guerre psychologique où l'objectif est d'épuiser les outils de lutte des insurgés
en usant de méthodes conventionnelles comme les combats armés, mais aussi de méthodes non conventionnelles comme la désinformation, le lavage de cerveau ou la torture. Autant de pratiques qui visent à instaurer la peur au sein des populations pour, comme l'a noté Georges Sauge, l'un des maîtres à penser de cette doctrine, forcer une population à faire ou croire n'importe quoi. Maintenant, quelles sont les répercussions ? En Algérie, la contre-insurrection pratiquée par le gouvernement et les armées françaises a eu des conséquences désastreuses sur les populations locales. Au-delà des centaines de milliers de morts directement liés au conflit, les méthodes employées en Algérie ont entraîné le déplacement de populations paysannes afin de les écarter des sphères d'influence du FLN. On estime que près de 2 300 000 paysans algériens ont été déplacés dans des centres de regroupement afin d'y être étroitement surveillés par le pouvoir français, soit près d'un quart de la population algérienne en 1960. Et les Algériens ont eux-mêmes été divisés et instrumentalisés pendant ce conflit, occasionnant des rancœurs, comme ont pu en être victimes les harkis, des musulmans algériens employés par l'armée française dans le cadre de la lutte contre le mouvement indépendantiste. Et si nous élargissons notre spectre spatio-temporel, nous verrons que les principes et méthodes de la guerre contre-insurrectionnelle se sont très rapidement exportés, notamment aux États-Unis par le biais d'un militaire et universitaire français, David Galula. Installé en Amérique dans les années 60, David Galula a travaillé en tant que chercheur associé à l'université de Harvard et a contribué à populariser auprès des élites américaines la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire avec son ouvrage de référence paru en 1964, Contre-insurrection, théorie et pratique. Ce texte est rapidement devenu un véritable manuel pour les forces militaires américaines dans un monde de plus en plus marqué par le risque des révoltes populaires et ou communistes, de même que par les luttes d'indépendance. Ces principes et méthodes seront notamment utilisés par de nombreux régimes dictatoriaux sud-américains, plus ou moins contrôlés par les services secrets des États-Unis, et surtout, ils seront à la base des stratégies d'invasion et de lutte contre le terrorisme en Afghanistan et en Irak au début des années 2000, avec les résultats peu glorieux que l'on connaît à ces deux entreprises. David Petraeus, lui-même commandant en Afghanistan et ancien secrétaire de la CIA, résume un des fondements de la doctrine contre-insurrectionnelle par cette formule: gagner les cœurs et les esprits. Et c'est en effet ce que l'on observe de plus en plus nettement dans les conflits contemporains. Une lutte intense pour le monopole du cœur auprès des populations, où les gouvernements usent de tous les outils d'information et de désinformation possibles pour présenter un récit de la guerre qui leur soit favorable. Avant même le début des combats, la guerre se gagne d'abord dans les esprits.